On voit bien que le fait, par exemple, si je prends les propositions du Forum social mondial de Belém sur des stratégies de transition vers des sociétés du bien vivre, du buen vivir, c'est pas par hasard si l'élu auparavant a terminé sur la question du bonheur. Qu'est-ce que des sociétés qui placent l'objectif du bien vivre au centre de leur objet social? Ben, si on se pose cet objectif-là, on comprend bien que le fait d'avoir des acteurs qui vont être sur l'axe des politiques de temps de vie, on évoquait tout à l'heure la petite enfance, depuis l'accompagnement de la naissance jusqu'à l'accompagnement de la mort, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont anticipateurs sur la transition vers des sociétés du bien vivre. Le fait de repenser les éléments de base de l'activité économique par rapport à la question des besoins fondamentaux est à ce moment-là un élément anticipateur. Donc si on s'oriente dans cette direction, il faut appliquer ce qu'on avait appelé lors des États généraux de l'économie sociale et solidaire le trépied du rêve, c'est-à-dire le rapport entre le R de la résistance créatrice, le V de la vision transformatrice et le E de l'expérimentation anticipatrice. Et nous avons besoin que ces trois éléments soient conduits simultanément. Parce que si vous avez de la résistance sans vision, sans expérimentation, elle tourne à la révolte désespérée. Si vous avez de la vision, mais qui n'est pas incarnée, vous pouvez vous lever tous les matins en disant un autre monde est possible, mais ça finit par être un horizon qui s'éloigne au fur et à mesure même que vous prétendez vous en approcher. Et ça c'est le péché mignon de nos actions à nous dans l'économie sociale et solidaire, si vous avez de l'expérimentation aussi dynamique et créatrice soit-elle, mais qu'elle se coupe de la part de résistance et qu'elle se coupe de la part de vision, eh bien il y a un moment où ça finit simplement par limiter la casse, voire par être instrumenté par le système dominant. Prenez l'exemple du microcrédit au cours de ces dernières années, c'est typique. À l'origine, le microcrédit est une critique en acte des dysfonctionnements du macrocrédit. La fonction de résistance, elle est pleinement présente. Il faut voir par exemple la sévérité des critiques adressées par Younous au système bancaire officiel. Et puis du même coup, puisqu'il y a résistance contre un système dominant, il y a aussi vision transformatrice qu'un autre système est possible, y compris à l'échelle macro. Mais à partir du moment où on a coupé le microcrédit et de sa part de résistance et de sa part de vision, eh bien on finit, version positive, par limiter la casse, mais à ce moment-là, ça devient le microcrédit pour les pauvres, et plus une remise en cause des dysfonctionnements du macrocrédit. Et puis, dans les formes les plus contestables, ça devient les nouveaux trafics d'indulgence, hein, parce que de la même façon que vous aviez la comptabilité de salut, vous aviez la monnaie de salut, les fameuses indulgences, mais quand vous marchandisez les indulgences, vous avez quoi? Ce qui s'est passé quand la papauté, dont les caisses étaient vides, a voulu marchandiser les indulgences, ben vous avez un schisme, c'est-à-dire vous avez un tel déficit de crédit, de confiance et de croyance que l'ensemble de ce qui fait la confiance d'un système social est en train de s'écrouler. Aujourd'hui, quand vous avez du greenwashing, du citizen washing, du social washing, etc., c'est ce qu'on peut appeler du trafic d'indulgence. Et bien, quand une banque qui refuse du crédit aux populations les plus modestes, vous présente par ailleurs des plaquettes magnifiques où elle vous dit qu'elle fait en partenariat avec la Grameen Bank du microcrédit au Bangladesh, et bien c'est du trafic d'indulgence. Et donc c'est essentiel que l'expérimentation ne soit pas auto-limitée sur elle-même et qu'elle se lie en permanence à la résistance et à la vision transformatrice. Et ça nous permet aussi d'engager le mouvement d'autoréforme de l'économie sociale et solidaire. Parce que nous voyons bien, à travers tous les exemples, que, elle pèse, et c'est une capacité non négligeable comme effet levier, mais deux, elle pourrait peser beaucoup plus justement dans la direction de la création de valeur, de la création de richesse, d'activités bénéfiques, si on redonne leur plein sens aux mots et si on donne des outils de diagnostic et de pilotage qui sont cohérents avec ces mots, l'économie sociale et solidaire pourrait
peser infiniment plus si... Pardon. Si effectivement, elle considérait que ses propres valeurs affichées sont de véritables forces de vie. Mais ça veut dire une autoréforme permanente, parce que quand l'économie sociale et solidaire finit, au lieu de considérer ces valeurs comme une force de vie, elle finit par considérer ces valeurs comme un boulet qu'il faut traîner ou un simple élément d'affichage, eh bien ça donne ce que j'appelle moi le diagramme de Dark Vador, vous savez, le côté obscur de la force, que vous pouvez vous représenter très simplement. Toutes les sociétés humaines, vous avez toujours un double axe assez classique que vous pouvez repérer. Il y a d'un côté l'axe coopération-compétition, et de l'autre côté un axe que vous pouvez appeler créativité et bureaucratie. Eh bien, quand vous croisez ces deux axes, vous avez des familles. Par exemple, au croisement de la créativité et de la coopération, vous avez ce qu'on peut appeler la coopération créative. Et il est clair que les valeurs de l'économie sociale et solidaire, elles sont du côté de la coopération créative. Et à chaque fois que vous avez coopération créative, vous avez des éléments de dynamisme qui sont très supérieurs aux autres modalités d'organisation des sociétés humaines. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si vous gardez la coopération, mais vous basculez dans la bureaucratie, par un phénomène de perte d'énergie transformatrice, par un phénomène d'entropie? Alors à ce moment-là, c'est déjà beaucoup moins glorieux, parce que vous êtes dans la famille de la coopération, certes, mais de la coopération bureaucratique. Il n'y a pas besoin de chercher très loin dans l'économie sociale et solidaire pour repérer ce qu'on peut appeler les Yalta bureaucratiques entre grandes organisations, mais on ne voit plus beaucoup d'énergie créative. Et puis si il se passe que vous perdez encore de l'énergie transformatrice et que vous passez dans la case compétitive, mais là dans la compétition bureaucratique, alors là vous avez le double inconvénient de la logique compétitive et de la logique bureaucratique, et vous êtes même en deçà de l'économie de marché quand elle fonctionne à peu près bien, qui est d'être, elle, dans la case de la compétition créative. Et si vous êtes en plus dans la case de la compétition créative, et là c'est pareil, il n'y a pas besoin de chercher très loin. Quand vous regardez quantité d'innovation créatrice au cours de ces dernières années, moi je suis en particulier tout le domaine des monnaies sociales et solidaires, nombre de problèmes que nous rencontrons viennent de la compétition au sein même des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et même très précisément au sein même des acteurs de l'économie sociale tout court. Aller réussir à ce qu'un certain nombre de banques et de mutuelles soient ensemble dans des soutiens de projets, c'est très difficile, parce qu'à partir du moment où il y en a un, il ne veut pas que les autres soient présents. Et donc quand vous êtes dans la case de la compétition bureaucratique, c'est la double peine. Parce que non seulement vous ne vivez pas vos valeurs, mais vos valeurs, vous les portez comme un boulet culpabilisant. Et donc dans la stratégie anticipatrice du rêve, il y a ce double mouvement, il y a ce mouvement d'anticipation dynamique qui nous sort de l'aspect purement défensif et sectoriel, mais il y a aussi ce mouvement d'autoréforme permanent et qui nous permet de dire qu'il y a à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes aussi du côté du problème et pas simplement du côté des solutions, mais du coup la bonne nouvelle, c'est que nous y pouvons quelque chose. Merci.